Ravi de vous voir si nombreux pour cette session intitulée « Tuer l'Indien pour sauver l'homme ». Avant de démarrer la session, nous avons la chance d'avoir 4 musiciens qui vont venir nous présenter une performance musicale sur scène. Donc j'ai le plaisir d'inviter Quana, Rodney, Hockey et Jared qui vont nous faire une performance musicale dès maintenant. Voilà, le la nous a été donné pour cette rencontre dont je rappelle l'intitulé « Tuer l'Indien pour sauver l'homme ». Donc Antoine Coffer, je m'appelle Antoine Coffer et j'animerai donc cette session-là. Je vais commencer sans plus tarder en présentant les auteurs et intervenants que nous avons la chance d'avoir aujourd'hui parmi nous. Je commence donc avec Dr. Yvette Running Rose Collin, ici présente. Yvette est membre de la nation Lakota Oglala. Depuis une vingtaine d'années, elle travaille avec des anciens porteurs des connaissances traditionnelles. Elle étudie les sciences Lakota, les pratiques environnementales et la médecine traditionnelle. Et elle est aujourd'hui en France pour poursuivre une recherche postdoctorale dans le cadre de laquelle elle étudie l'histoire du cheval dans les Amériques et ses relations avec les peuples autochtones. Donc merci Yvette de nous rejoindre pour ce débat. Nous avons également la chance d'avoir avec nous Julian Brave NoiseCat, qui est membre de la tribu Kanim Lake Band, descendant de la nation Lillois du Mount Curry. Julian est écrivain et cinéaste, membre de New America et du Type Media Center. Il co-réalise actuellement son premier documentaire qui suit les recherches de tombes anonymes du pensionnat dans lequel sa famille avait été envoyée à Williams Lake en Colombie-Britannique. Outre de nombreux prix, il fait partie en 2021 de la liste des 100 leaders et émergents du Time Magazine.
enfin, tout à fait sur ma droite, Smokey Writes at the Door, qui est issu de la tribu South Piegan des Blackfeet. Historien traditionnel, il transmet les traditions orales et de la vision du monde des Pikuni. Smokey est à la fois éducateur, administrateur, entrepreneur, leader civique et tribal, et ambassadeur financier, gardien traditionnel des enseignements des Blackfeet. Merci à lui d'être présent parmi nous. Merci également aux 3 interprètes qui sont avec nous et qui accompagnent chacun des auteurs. Voilà, bienvenue à vous. Pour cette session en particulier, je tenais à initier la discussion en présentant un tout petit peu de contexte qui me semble nécessaire. Ce qui va nous intéresser, ce sont des faits qui étaient restés sous silence jusque très récemment. Dans le cadre d'une politique d'assimilation forcée, entre la fin du 19e siècle et les années 90, près de 150 000 enfants amérindiens, métis et inuits ont été enrôlés de force dans des pensionnats au Canada, coupés de leur famille, de leur langue et de leur culture. L'objectif de ces pensionnats était clairement affiché et vous comprendrez la résonance avec le titre qui a été donné à cette session, à savoir « Kill the Indian and save the man ». Donc tuer l'Indien et sauver l'homme. Depuis quelques années maintenant, les révélations faites par les peuples autochtones aux États-Unis et au Canada accablent. Plusieurs centaines de restes humains ont été détectés, enfouis aux alentours de pensionnats religieux, où étaient scolarisés les enfants autochtones, civilisés, si l'on reprend les termes des 10 établissements. Ces révélations ont eu l'effet d'une onde de choc. Le gouvernement au Canada, en la personne de Justin Trudeau, a fait son mea culpa, suivi très récemment par le pape François en visite au Canada en juillet dernier. Il a présenté les excuses de l'Église aux rescapés de ces établissements. Ces faits, évidemment, désemparent et ravivent la douleur. Et pour commencer cette session, je voulais demander à nos intervenants de peut-être présenter le degré de connaissance de ces exactions au sein de vos communautés. Comment ces connaissances étaient-elles transmises avant les révélations des années 2020 ? Et surtout, comment vous êtes parvenus à les porter auprès des médias et des gouvernements canadiens, américains et étrangers ? Smokey ? Hello. Bonjour. I just want to say thank you and welcome everybody. The topic that we have is kind of really, what would you say, sentimental, kind of touching to the soul. Because in American history, the natives in North America were always considered subservient and almost like a second-class citizen. When Columbus was supposedly discovered America, there was 57 million inhabitants of North America, all native tribes, all unique in their own ways, own special. And to be called uncivilized was something that was very disturbing. And there was a time period, especially during the colonization of America, where we became elements of the War Department and were treated almost like an enemy and actually put on in concentration camps, you might say. They called them reservations later in years. The term kill the Indian, save the man came from a U.S. general that served in the Civil War. And his mentality was that those Indians are savages. They need to be educated. They need to be brought into the assimilation of the Western white world. And it was never accomplished. I'll stop right there and then he can interpret.
I get long-winded. I'm sorry about that. It's touching. Bonjour à tous, merci et bienvenue. Nous touchons aujourd'hui à un sujet très émotionnel. Il touche à l'âme directement. Tout au cours de l'histoire américaine, les tribus autochtones ont été considérées comme des citoyens de deuxième classe. Quand Christophe Colomb est arrivé en Amérique, il y avait 57 millions d'habitants autochtones, chacun unique, chacun spécial à sa façon. Et être soudain appelé incivilisé était très perturbant. La colonisation a fait de nous des éléments du département de la guerre. Nous avons soudain été traités comme des ennemis et placés dans des camps de concentration qu'on appelait des réserves. Le terme utilisé dans le titre de notre conférence, donc tuer l'Indien pour sauver l'homme, a été utilisé par un général de l'armée américaine pendant la guerre de sécession pour souligner le besoin de nous éduquer à travers l'influence occidentale. C'est quelque chose qui n'a jamais été accompli. Adding to that is there was another military leader that had been brought into the United States Congress and was asked, how do we deal with the Indians in America? And his response is you kill all the buffalo and you kill all the Indians. So they had an organized hunting party that would come out on the trains when they finished their rails from east to west coast. And these trains were filled with hunters. And during the time of the Lewis and Clark expedition of the early 1800, 1804 to 1806, there was an estimated about 70 million buffalo. And by 1883, there was 2,600 left. And so part of that organized dilemma of trying to kill the Indian, save the man, it didn't work. And we look at the historical part of that. There was an element in our history where we weren't allowed to look at the records of the agents that came afterward when they began to take our land base away. The Blackfeet controlled 220 million acres of land that was given to them by the Creator with the instructions that you take care of the land will take care of you. Il y a un autre meneur de l'armée américaine, nommé par le Congrès, à qui on a demandé comment il fallait traiter la question indienne. Et il a répondu « Tuez tous les bisons, vous tuerez ainsi tous les Indiens ». Et donc, à ce moment-là, des grandes parties de chasse ont été organisées. On voyait des trains entiers remplis de chasseurs se diriger vers les terres occupées par les autochtones. Au début du 19e siècle, dans les années 1804-1805, il y avait une population de 70 millions de bisons. À la fin du siècle, il n'y en avait plus que 2600. Mais ça n'a pas suffi à tuer les Indiens. Il y a aussi un élément important dans notre histoire, c'est que nous n'étions pas autorisés à accéder aux archives des terres qui nous ont été prises à cette époque. Ces terres étaient des terres Blackfeet qui avaient été données par les Caribes pour que les Blackfeet puissent en prendre soin. Part of that land base that I talk about, the 220 million acres of land, when the United States and Canada decided that they would put an imaginary line that they called a border, we called it a medicine line, because that imaginary line that separated the two countries was powerful enough to keep families separated. We had part of our land base was almost all of Alberta, part of Saskatchewan, probably 90% of present-day Montana, and we had various areas within the entire western United States which we use for our resources. With the coming of those types of regulations, we were now inhibited in terms of exercising
and incorporating our way of life. And so it was really devastating when we began to learn of the various acts, the treaties that were made in English, but none of the signers could read English. It would be like me giving all of the French an agreement that would benefit me entirely, but I wouldn't have my interpreter tell you what that read, but I wanted you to sign it. And if you didn't sign it, you were either terminated or you were put in a camp to where you couldn't exercise who you were as a person. The treaties that were signed was basically to take the land base. With the onslaught of mineral development, especially on the West Coast, called gold discovery, a lot of the immigrants that were coming from Europe were guaranteed tracts of land. As long as they settled on them, they could acquire it at no cost. The cost was from the natives. Of that 220 million acres that we had at that time, we presently in Montana have 1.5 million, with about a third of it that is owned by non-Indians, because they allowed us to have what we call an allotment. And a lot of our Indians, because of that starvation that they put us through by killing all the buffalo, a lot of the elders were selling their land to the non-Indians. Fortunately, a lot of our great-grandfolks were able to hold on to their land, and we have still that land base now. The other three bands that we have in Canada, their area shrunk to probably, one tribe has a little over 100,000 acres, another tribe has about 150,000, and then one of the other tribes has probably about 300,000. Out of that 220 million acres of land. And all of the land that they took from us was now given to the immigrants that were coming across. Part of that agreement that they gave away was they first gave away 160 acres first. There was movies made of where the people would line up in the East Coast and they would rush to the west, and wherever they put their stake, that is where they took their 160 acres. There was not enough acres, so the government increased the amount of acres to them, taking it away from the Indians again, the natives, and giving them 320. There was enough political interaction there that they said, well, those natives, those Indians have so much land. Let's develop an allotment to where we give them an equal 320 based on the number of members that they identified. If you were dark, you were an Indian. If you were not dark, you probably wasn't an Indian. So they had a person go by and count. Well, let's see, there's only 150 Indians here, so let's only give them 320. The rest of the land will open up for homestead. Later years, after, just before the First World War, 1917, they give those immigrants 640 acres because of all the surplus land that was in America, but they didn't increase it to the members who originally owned that land. And so a lot of those policies that you see was not intended to benefit the natives, but to kill the Indian, save the man. We as Blackfeet were not farmers. We were nomadic. We depended on that buffalo. We depended on those wild berries, the wild carrots, the wild vegetables, those wild of what the Creator gave us. And part of that is that when we became on reservations, we couldn't leave unless we had that one person, which we called the superintendent, signature, because our reservation was fenced, physically fenced with post and wire. And there was a time during the 1960s when the government employees that work for the Bureau of Indian Affairs
their houses was segregated by a moat of water with cattle guards. And we couldn't cross that after 5 o'clock in the evening. I was trying to make signs so that you, Okay. so that the translator could. Like I told you, once I get started, it's hard to quit. J'ai essayé de faire des petits signes pour que la you. traductrice Je puisse, vous avais dit que l'interprète puisse quand je commence à parler, il faut m'arrêter, sinon j'oublie. Donc, à propos des terres qui ont été progressivement retirées aux tribus autochtones et transmises aux immigrants, il y avait au début de la période 200 millions d'acres, donc c'est l'unité utilisée là-bas, qui appartenaient aux tribus, et elles ont commencé à être divisées au moment où une ligne imaginaire a été tracée par les gouvernements du Canada et des États-Unis, que nous appelons une ligne un peu médicinale, parce que c'est une ligne imaginaire, mais suffisamment puissante pour séparer des familles. Donc cette frontière fait qu'il y a des familles qui vivaient de chaque côté de la ligne. À partir de ce moment-là, 90% de nos ressources en terre sont devenues inaccessibles pour l'exploitation de nos propres ressources. Ces différentes régulations ont fait de notre mode de vie un mode de vie inhibé. Et c'était vraiment désolant pour nous d'apprendre les différents traités qui étaient passés, qui étaient faits en anglais. C'est un peu comme si là, aujourd'hui, on faisait un traité en français qui me concerne et je n'ai pas d'interprète pour me le traduire. Et tout est fait à mon désavantage. Donc, à partir de ces traités-là, il a été de plus en plus difficile pour nous d'accéder à nos propres terres. Et de plus, il y a eu à cette période aussi différentes vagues d'immigration, puisqu'on promettait aux immigrants qui venaient pour les différentes ruées vers l'or ou différentes mines, des terres qu'on leur garantissait sans coût. Mais le coût, c'est nous, les tribus, qui devions le payer. Dans le Montana, par exemple, 90% des terres ont finalement été détenues par des non-indiens. Et on rajoute à ça, ce dont j'ai déjà parlé, la façon dont nous étions affamés par les différentes campagnes pour tuer les bisons. Heureusement, certains de nos ancêtres ont tenu le coup et ont réussi à garder des terres. Et sur les 3 tribus de ma communauté, on a une petite base, mais qui n'a rien à voir en proportion avec ce qui était à nous au début. On a, par exemple, 100 000 acres, 150 ou 300 contre 200 millions à l'origine. Donc, je parlais de ces différents traités faits pour conférer des terres aux immigrants. Dans les premiers traités, il s'agissait de donner des terres qui représentaient 160 acres. On voyait à l'époque, ça a été représenté dans les films, les gens arrivaient sur la côte puis se précipitaient vers ces différentes terres pour mettre un bâton disant que c'était chez eux. Mais bientôt, les terres n'ont pas été suffisamment grandes pour ces immigrants et donc d'autres traités les ont agrandies, toujours au détriment des autochtones. Il y avait aussi un discours politique qui disait les autochtones ont trop de terres. Donc il y a eu des recensements établis avec des gens qui venaient auprès de nous pour décider, selon la couleur de la peau, des critères arbitraires, combien de terres devaient nous être données. Juste après la Première Guerre mondiale, les immigrants recevaient 640 acres au lieu de 160 auparavant. Donc, aucune de ces politiques n'était faite à l'avantage des autochtones. Il s'agit bien de tuer l'Indien, comme on le disait tout à l'heure. Nous, les Blackfeet, nous sommes une nation nomade. Nous dépendons du bison. Nous dépendions, surtout à l'époque du bison, des baies sauvages, des légumes sauvages, et qui devenaient de plus en plus difficiles à obtenir. De plus, dans les réserves, il nous fallait la signature du surintendant pour pouvoir avoir le droit de vivre. Il faut visualiser que les réserves étaient même clôturées avec des gardes postés régulièrement et qu'il y avait même je dirais en français des douves, de l'eau
qui empêchait de quitter les maisons après 5 heures de l'après-midi. Wade Khochaidap, Julian Brave NoiseCat when Chechwa. Hello everyone, my name is Julian Brave NoiseCat. I'm a Secwepmachan Statliunk Indian from what is now British Columbia, Canada. The language that I just spoke to you only has about 200 fluent remaining speakers. My grandmother is one of them, and I'm very proud to have learned some of that language from her. I'm the co-director of a documentary that's in production right now. It's called Sugarcane. I'm also a character in that documentary. For over 100 years, Canada ran a national network of Indian residential schools that forcibly removed 150,000 children from their homes. At those schools, children's hair was cut short. They were beaten for speaking their languages, like the language I just spoke to you, and they were violated by the very priests and nuns who were supposed to teach and care for them. The first of those schools opened in 1867. The last one closed in 1997. The United States ran a similar network of federal Indian boarding schools. There were twice as many of those schools in the United States, and there were twice as many students who were taken away to them. For my entire life, I've known three things about my father's origin. That he was born at one of those schools, St. Joseph's Mission in Williams Lake, British Columbia. That he was abandoned in a dumpster not long after, and that neither he nor my grandmother, the keeper of our language, ever spoke about it. And then last summer, Indigenous communities across Canada started discovering the unmarked graves of kids, of children sent to those schools. There were 215 potential graves discovered at the Kamloops Residential School, where my Ki'a finished her high school degree and where she started studying nursing. There were 93 discovered at the St. Joseph's Mission in Williams Lake, where she was taken first. The film I'm working on is about the breaking of the silence that happens when those graves were discovered. It's about the search for graves at St. Joseph's Mission, and it's also about the search within our own families and memories to figure out what the heck happened. Because the truth is, and to answer the question, my family and our people, what happened to us was so brutally awful, was so terrible, was so terrifying. Kids were hiding from priests when they were sleeping. They were tying knots in their own underwear to prevent them from being violated, that it was not spoken about. And then they started finding our missing kids. And now people, the remaining people who survived, which we should say is only a small fraction of the people who experience this now, are starting to talk about what we lived through and how that has impacted subsequent generations. So I'm really grateful for all the interest in this subject today. It's something that has impacted every single member of my family. It impacted my own life. And it's such a heartening experience to know that there are this many people who care about it, and that there are, even students today in France who would care to show up to something like this panel. Tuxchem, thank you. Merci. Bonsoir à tous, je m'appelle Julian Brave NoiseCat et je viens de ce que l'on appelle aujourd'hui la Colombie-Britannique au Canada. La langue dans laquelle j'ai commencé par m'exprimer est la langue de ma tribu. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, il n'y a plus que 200 personnes environ qui la parlent couramment, dont ma grand-mère. Et j'en suis très fière, c'est elle qui me l'a apprise. Je travaille donc, comme on l'a dit, actuellement à la réalisation d'un film documentaire avec Sugarcane, qui est également un personnage de ce documentaire. Le sujet dont on parle dans ce film et que l'on aborde ici ce soir, c'est ce vaste réseau de pensionnats
qui a été mise en place au Canada il y a une centaine d'années, qui regroupait 150 000 établissements. On y envoyait de force des enfants arrachés à leur famille, à qui l'on obligeait de se couper les cheveux très courts, qui étaient battus chaque fois qu'ils parlaient leur langue natale et qui étaient violés par les prêtres et les religieuses, ceux-là même qui étaient censés prendre soin d'eux et les éduquer. Le premier pensionnat de ce genre a ouvert au Canada en 1869 et le dernier a fermé ses portes en 1997. Aux États-Unis a été mis en place un réseau similaire de pensionnats qui comptait 2 fois plus d'établissements et 2 fois plus d'enfants. Toute ma vie, j'ai su plusieurs choses sur la vie de mon père. Mon père, comme on me l'a toujours dit, est né dans un de ces pensionnats, St. Joseph Mission School. Et il a ensuite été abandonné dans un terrain vague. Et ma grand-mère ne s'est jamais remise de toute cette histoire. Les choses ont commencé à changer l'an dernier au Canada lorsque l'on a découvert et mis au jour des tombes anonymes de jeunes enfants, ces enfants qui avaient été envoyés dans ces pensionnats. On a retrouvé 215 de ces corps. L'objectif de mon documentaire, c'est véritablement de briser le silence. Et en même temps, c'est une double recherche. C'est de chercher ces tombes d'anonymes, de retrouver ces enfants disparus, mais c'est également de fouiller nos mémoires et nos souvenirs, d'explorer ce qui est arrivé à nos familles pour ne jamais oublier. Ma famille a souffert de façon terrible, a subi des violences indicibles. On m'a toujours raconté ces histoires d'enfants qui devaient se cacher des prêtres pour ne pas être violés la nuit. Et malheureusement, ceux qui ont survécu ne sont qu'une infime minorité. C'est un traumatisme qui se transmet de génération en génération. Et je suis particulièrement reconnaissant aujourd'hui de voir que ce sujet intéresse, de voir cette salle pleine devant moi. Cette histoire-là, elle a impacté toute ma famille et continue à nous impacter. Et je trouve bouleversant de voir que d'autres s'y intéressent, de voir que même des étudiants français ce soir sont là pour apprendre cette histoire. Bonsoir. Tashunke iankewi imajiap. Mi wakantiosh by eta wau. Mon nom est « Les chevaux m'ont choisi pour courir avec eux » et je viens du George Sword Teoshpai. My name is Yvette Running Horse Collin, and it's really nice to be here with you today and with each of our panelists here, and I want to thank them for their contributions so far. I want to thank all of you. I want to thank the people who created this festival, but I want to thank France. I'm actually living here right now. I'm doing my postdoctoral work with CNRS, and I am, my work is sponsored by Marie Sklodowski Curie Fellowship. So thank you to the EU. And I want to tell you a little bit about what I'm doing here first, because then you're going to see why I'm thanking you. So we have our own sciences. So I'm Lakota, and our people are the Ocheti Shakoi, and you'll see that they break us up into divisions, but we were a whole, and we are a whole. So Oglala, a lot of my family lives on Pine Ridge Reservation, but I have family members throughout the Ocheti. So we have our own sciences. You're hearing a lot about this concept today. Oh, I did what I said I wasn't going to do. I told her I wasn't going to do that. Bonjour, je m'appelle Yvette Running Horse Collin. Je suis ravie d'être ici. Je suis ravie de vous voir. Je vous remercie de votre présence et je remercie également les autres panélistes de ce qu'ils ont dit ici. Donc, je vous remercie de votre présence. Je remercie ceux qui ont organisé ce festival. Et puis, je remercie la France. Car il se trouve que je suis actuellement en train de faire un postdoc au CNRS sur une bourse Marie Curie. Donc, merci également à l'Europe.
Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je viens de la tribu des Lakota et nous avons nos propres sciences. Alors, les Lakota, c'est une grande tribu, mais qui a été séparée géographiquement. Pourtant, nous formons un tout. Moi, je suis de la branche Olala, mais j'ai de la famille absolument partout. Et maintenant, je vais dire quelques mots de nos sciences. So I have a group of elders from my nation who oversee my work here. And one of the things we wanted to understand at this time in the world when Mother Earth is dying and the life she supports is dying, would we be able to work together with France, together on equal footing, to bring our sciences forward for the world? Alors, mes travaux sont surveillés par un groupe d'aînés et nous cherchons à comprendre ce que nous pouvons faire face à la mort de notre terre-mère, la terre qui nous nourrit. Alors, nous essayons de voir s'il serait possible de travailler avec la France. So congratulations, you're doing a great job. Et je vous félicite, vous faites un travail formidable. It's going very well. So today's topic is a very difficult one, and it's one that all of us have lived through in various capacities. And I'm sorry that my elders and my relatives are not here with you today. They should be on this panel. But I'm very humbled they asked me to represent them today. Donc évidemment, nous sommes réunis ici ce soir pour parler d'un sujet très triste, une expérience que nous avons tous ici partagée, et je suis vraiment désolée que ma famille ne puisse pas être là pour en parler, parce qu'ils auraient des choses à dire, mais je suis très fière de les représenter. And we do have a wonderful woman here today, and later toward the end she's going to share her experiences in the boarding school. So thank you, Lona, for that. Mais nous avons une femme formidable qui est ici avec nous ce soir, qui va plus tard partager ses propres expériences dans un tel pensionnat. Donc, merci, Lana. So Julian told you some of the things that happened to his relatives in those schools. So how many of you here would send your children to such a school? Donc Julian nous a raconté ce qui se passait dans ces écoles pour ses parents. Alors vous ici, combien d'entre vous seraient prêts à envoyer vos enfants dans une telle école? What kind of school has to have a graveyard? Quel genre d'école a besoin d'avoir un cimetière? So really, rather than talking about boarding schools, we talk about genocide. Let's just say it. Donc, au lieu de parler de pensionnat, on ferait mieux de parler de génocide, carrément. That's what we're here to do, right? One thing I've learned about France is you want to know. And you want to know because you want to make a decision and do what is right. And so we're going to tell you today about some of our experiences. Et j'ai appris qu'en France, vous aimez savoir, vous aimez les faits, pour pouvoir ensuite faire ce qui est juste. Et nous sommes là ce soir pour vous aider à prendre cette décision. So these schools, maybe camps is more accurate, they actually targeted the children of our leaders. Alors, dans ces écoles, ou on peut les appeler des camps, en fait, ils ciblaient les enfants de nos dirigeants. And there are discussions on record about that. So there were certain native nations that the US government was particularly worried about, and those were the ones that the Carlisle Indian School targeted. And they were the children of those leaders in particular. And they would go to their homes. Should I allow that? Okay. They would go to their homes and they would try to negotiate for those children. And the people wouldn't let them go. We never left our children. Never. They're sacred. And then their parting shot when we would say no is, well, when you guys end up with nothing and all your people die, it's your fault. Because they could have gotten educated and helped you all through this. Donc, il y a des documents dans les archives qui le montrent. Il y a certaines nations qui inquiétaient le gouvernement américain, donc ces nations étaient particulièrement visées. Donc, ils
ils allaient aux maisons des dirigeants pour négocier la prise des enfants, mais évidemment, les familles refusaient. Les enfants sont sacrés. Personne ne veut donner son enfant. Alors, les représentants du gouvernement disaient très bien, si vous voulez que ce soit ainsi, tant pis pour vous, parce que vous allez tous mourir, et au lieu d'avoir un enfant qui puisse vous sauver parce qu'il aurait été éduqué, vous allez tous mourir. So in answer to your original question, did we know? We knew something very, very, very terrible was happening, but when we tried to get answers, they would do all kinds of maneuvering and tricking so that they didn't tell us the truth. Alors, pour répondre à la question du départ, est-ce que nous savions? Nous savions qu'il se passait quelque chose d'absolument terrible, mais justement, le gouvernement a tout fait pour nous empêcher d'avoir accès aux documents qui auraient pu nous aider à comprendre. But we knew when they didn't come home. And some of the graves that they're finding now, some of the bodies, they're babies. They're babies. So, bilama yaya. Mais bien sûr, nous savions quand ils ne rentraient pas à la maison. Et parmi les tombes qu'ils ont trouvées, il y a des nourrissons. Alors, merci beaucoup pour ces témoignages. Je vois Smokey qui me fait des signes pour compléter, les interventions qui ont été faites jusqu'à maintenant. Alors simplement, avant de lui donner la parole, j'entends dans ce que vous dites les mots archives, évidemment les mots de témoignage, de mémoire, d'une histoire traumatique. Et évidemment, devant cette histoire traumatique impose un travail de mémoire. Alors, je sais que vous privilégiez chacun des canaux peut-être différents pour envisager, partager, transmettre cette histoire traumatique. Lesquels sont-ils et jusqu'à quel degré de détail entre-t-on quand on aborde une histoire aussi abominable ? You know, that's really a difficult question, because when you go back and you've heard the panelists here tell you of some of the stories, the horrendous stories that were happening to our children. I remember our elders telling us that when the priests and the government officials came around in wagons, if you looked of school age, they took you and they put you in that wagon. And the parents and grandparents that was in those houses had no choice but to let their children go to these boarding schools. And you heard some of those things that were happening in the boarding schools. The real cultural fact and shock that occurred during that time was that they would take these young children and they would keep them for maybe 10 months. And for the 10 months, they were given the propaganda that you were worthless. Your language is the word of the devil. In Blackfeet, we don't have a word for devil because we didn't look at that in terms of how bad a population could be, in terms of if you do this, you're going to hell. We didn't have that in our ways of knowing what some people call religion. We didn't have that. And so when these young children were given the instructions that they had to cut their hair was a very important element of culture. You see a lot of natives, especially the men, have long hair. That's the power that the Creator gave us. They cut that off. They made you get rid of your moccasins because those were made of animals. They put shoes on you. But the thing is they told you that you cannot speak your language. And from that culture shock after 10 months of coming back home and seeing your parents and grandparents, that you couldn't talk to them. It's a very difficult question. Et c'est une question très difficile, pardon. Quand vous retournez vers ces témoignages, ces histoires, quand vous remontez l'histoire,
Vous entendez le genre de témoignages qui ont déjà été partagés ici. On entend alors ce qui est arrivé à ces enfants. Les anciens racontent aussi des histoires de ces prêtres ou ces officiers du gouvernement qui venaient dans les villages et quand ils identifiaient des jeunes enfants, ils les mettaient dans des trains et les parents n'avaient aucun pouvoir pour empêcher que ces enfants soient placés dans ces pensionnats. Un autre fait historique important, en général, les enfants étaient emmenés pour 10 mois. 10 mois pendant lesquels on leur servait toute une propagande sur le bien et le mal. Et on leur imposait des choses comme le fait de se couper les cheveux. Sachez que les Blackfeet n'ont pas de mots pour dire le mal. Parce qu'on n'a pas d'idée du mal ou de l'enfer chez nous. Ce n'est pas comme ça qu'on décrit une population en termes de bien et de mal. Donc, quand ces jeunes enfants recevaient des instructions sur le fait de couper leurs cheveux, alors que c'était un très important symbole culturel, de mettre des chaussures, de ne pas parler leur langue parce que c'était le langage du diable, vous imaginez le choc culturel que cela représentait pour eux et la façon dont, quand ils revenaient dans leur famille, ils se retrouvaient incapables de parler avec leurs parents ou avec leurs grands-parents. Sorry about that. When you have children, and I'm sure most of you do, when they come home to you and they won't speak to you because they're told that they can't talk French to you, doesn't that hurt? And so the children would spend the 2 months with their families, very little cultural interchange. Then the wagon would come again, and they knew exactly what they had to do. They would get on the wagon, and they would leave their folks, parents, grandfolks for another 10 months. And so you can see after generations of that occurring that a lot of the natives and the nations in America began to lose their way of life. My dad, he come from a large family. He was oldest of about 23 children from 2 different families. And I was asking him, I said, Dad, why didn't you ever teach me my language? He said, because I didn't want you to get punished. He said, I would just assume you come home, talk in English, I can talk to you in English. But it was those grandfolks that had that knowledge, the knowledge keepers, that for me, I was lucky to be able to have those old people not only talk their language, their Blackfeet, but they also were learning English so that they could communicate with my generation. And so over the years, when you begin to look at those stories and you look at the dilemmas that we as Native people have went through, we're still here. We still have our language. It's coming back slowly. We don't have to worry about that wagon coming to pick us up, because now that wagon is probably a Chevrolet, and we're able to operate in our world that we called our way of life, our native way of life, in conjunction to that colonization or that Western civilization that they call it nowadays. And we're doing it miraculously. We're doing it well. A lot of the panelists that you see here throughout the days that we're here with the program shows and proves that we as Native people can not only overcome what we went through, but we can make it better by both worlds. Thank you.
Je suis désolée pour mon émotion, mais imaginez, vous, peut-être que beaucoup d'entre vous êtes des parents, imaginez que vos enfants un jour reviennent à la maison et ne puissent plus vous parler en français, ne veuillent plus vous parler en français. Imaginez, est-ce que ça ne vous ferait pas beaucoup de mal? Donc, à cause de tout ce qui s'est passé dans ces pensionnats, les échanges culturels sont devenus très difficiles entre les générations. Et on voyait donc les enfants repartir pour 10 mois après un séjour dans leur famille. Et cela s'est déroulé pendant des générations et des générations. Donc, beaucoup d'autochtones, beaucoup de nations indigènes ont peu à peu perdu leur façon de vivre traditionnelle. Mon père était le plus âgé de 23 enfants, 2 familles différentes. Et un jour, je lui ai demandé, « Papa, pourquoi tu ne m'as pas appris notre langue ?» Il m'a répondu, « Pour ne pas que tu sois puni. » Il avait appris l'anglais comme langue de communication afin de pouvoir me parler. Ce sont mes grands-parents qui étaient les gardiens de la connaissance. Ils étaient les dépositaires de la langue de notre nation Blackfeet, mais ils ont aussi appris l'anglais pour pouvoir communiquer avec ma génération. Donc, quand on étudie notre histoire et qu'on réalise tous les dilemmes que nos nations ont traversés, c'est très émouvant et impressionnant de réaliser qu'aujourd'hui, nous sommes toujours là. On ne vient plus nous chercher dans nos réserves. Nous avons su conserver notre façon de vivre en conjonction avec ce qu'on appelle aujourd'hui la culture occidentale moderne. Et le programme auquel nous participons tous aujourd'hui montre que nous sommes capables à la fois de dépasser, de traverser tout ce que nous avons vécu, mais aussi de créer quelque chose de meilleur à la jonction entre ces deux mondes. What is most frustrating to me about the fact that the truth is just now coming out about many of these schools is that in order to get to that truth, First Nations had to start looking in the ground themselves. It was not the police, it was not the federal government, it was not the provinces. It was our own archaeological and investigative teams that started looking in the ground using ground-penetrating radar to identify locations with likely remains of children. And to this day, the Catholic Church and other institutions that participated in these schools, I should add here that the Catholic order that ran the schools that my family was sent to, both Williams Lake and Kamloops, was called the Oblates of Mary Immaculate. And the Oblates of Mary Immaculate were a French Catholic order. A French Catholic order. The Catholic Church does not, to this day, make its records of the residential schools available to First Nations to search, despite the fact that they have apologized for their participation in the residential schools. Even to get access to the apology to residential school survivors in the making of our documentary, both myself and my co-director, and we should probably not tell too many people this, but I'm telling an auditorium, so here we go. We both had to try to sneak into the Vatican to be present for something that you would assume the Catholic Church would want to be seen told, which was the apology to residential school survivors. The truth of the matter is that getting to the basic facts of how many kids died at these schools, it's a heist. We had to dig ourselves. We have to sneak into these institutions ourselves to even start getting at the truth. On the other end of that, in the process of asking some of our survivors and some of the witnesses to do something truly heroic, to look into the darkest nightmares that they lived through and remember what happened, there's a certain element of that I think, and in the way that we've approached the documentary that I'm working on, requires
what I would describe as a spiritual preparation. So before I, for example, brought my own father back to the res and the mission to go confront his childhood bully, to ask questions about his birth, and to talk to his mom, I actually was put up on the mountain in the woods for 4 days and 4 nights where I fasted. I didn't eat, I did not drink any water before I went and brought my dad home. And that sort of spiritual preparation to confront something truly horrific and terrifying, and to prepare our families to mine the truth from our own memories, is, I think, a really important part of this. And I think it's important to hold in frame how much courage that takes when the people who should have the answers, the churches, the police, the government, are unwilling to help, unwilling to give you what you are owed, which is the truth about what happened to you, about what happened to your family. You have to take that on with your own relatives. That is something that can kill people. It can kill people. There are still people dying because of the residential schools, because of the horrific trauma that we experienced. In fact, I met a woman from Tuktoyaktuk in the Northwest Territories when we were at the Vatican, and we've kept up an email correspondence, and she just told me that she lost 3 of her nephews and nieces to suicide in the last couple of months, and that she believes that those suicides were the result of the intergenerational trauma of the residential schools. The ledger of these schools runs long, and it's still growing. And in order to get to the truth, we have to, unfortunately, take on the quest to find it on our own. And that's wrong, and we deserve to have the help of other people in getting answers. Pour moi, le plus frustrant dans le fait que la vérité sorte enfin aujourd'hui en ce qui concerne ces pensionnats, le plus frustrant, c'est qu'il a fallu que les peuples autochtones entreprennent eux-mêmes les fouilles. C'est nous qui avons dû fouiller à la recherche de ces tombes anonymes, de ces tombes d'enfants et de nourrissons, alors que cela aurait dû être à la police de le faire et au gouvernement. Mais ce sont nos propres équipes qui s'en sont chargées, avec des radars, qui ont cherché à identifier les lieux où pouvaient se trouver les restes de ces enfants disparus. Aujourd'hui, l'Église catholique et d'autres églises refusent toujours de donner accès à leurs données et à leurs archives. Je dois préciser ici que c'est un ordre catholique français qui gérait le pensionnat où ma famille a été envoyée. Mais cette Église catholique refuse de rendre ses archives publiques. Certes, elle s'est excusée officiellement, mais elle ne veut pas donner accès aux données qui permettraient de savoir le nombre exact d'enfants qui ont perdu la vie. Je ne devrais peut-être pas vous dire ça, mais avec le co-réalisateur de mon documentaire, nous avons tenté de nous introduire au Vatican pour obtenir enfin ces données. Pour moi, c'est vraiment ce qu'il y a de plus crucial. Il faut fouiller, il faut accéder à cette vérité. Et bien sûr, c'est un processus extrêmement douloureux d'aller interroger des témoins et des survivants, de les obliger, de les amener, en tout cas à se confronter à ces souvenirs extrêmement traumatisants, d'aller fouiller leur mémoire, de revivre cette douleur qu'ils ont vécue. Et ce que nous développons comme approche pour réaliser ce documentaire, j'appellerais ça une préparation spirituelle, pour justement les aider, les accompagner dans ce travail de mémoire. Par exemple, lorsque j'ai emmené mon père sur la réserve pour le confronter à ce pensionnat dans lequel il avait été envoyé, pour l'amener à parler enfin avec sa mère et à vraiment affronter son passé, je suis d'abord partie passer 4 jours et 4 nuits sur une montagne où j'ai jeûné. J'ai pris ce temps pour me préparer spirituellement avant d'emmener mon père et de le confronter à la vérité de son passé. Pour moi, il faut vraiment retenir ce courage qu'ont les gens de fouiller leur mémoire et le passé, alors que, encore une fois, l'Église, le gouvernement, la police refusent l'aide qu'ils nous doivent. Aujourd'hui, ce traumatisme, le traumatisme de ces pensionnats continue à tuer. Même si ces pensionnats sont fermés, ils continuent à tuer.
Et je pense notamment à cette femme avec qui j'ai entretenu une correspondance par email. Elle m'a raconté qu'au cours des derniers mois, elle avait perdu 3 neveux et nièces qui s'étaient suicidés. Et pour elle, ces suicides sont la conséquence directe de ce traumatisme qui se transmet de génération en génération. Alors oui, il faut qu'on continue à chercher, à fouiller, à confronter le passé, mais il n'est pas juste qu'on doive le faire seul. Alors j'espère qu'on nous aidera bientôt dans cette quête qui est plus que nécessaire. So I know we're getting close on time. Again, I just want to say that I support everything that each of our panelists have said. They are aligned with what we experience ourselves. Today, our people, like Julian said, we are working to find all of them and to know their names, and if they didn't have names, to give them names and to share their story. Because the way that we live today, it's not our doing, not at all. And some of those pictures in the center there, some of them are of my people. And we didn't do that to ourselves, right? We didn't have poverty like that. We didn't have drug problems. We didn't drink alcohol. We could make it, but it wasn't conducive to what we valued as a people, right? So we did not create this issue, and we are going to fix it. But in order to fix it, we have to tell, right? We have to show what happened so we don't carry that burden anymore. And what Smokey said is correct. Our elders couldn't teach us because they didn't want us to get punished. We have story after story. How do you show your young people who they are? How do you do that? Sorry, I did it again to her. Bon, je sais qu'il nous reste peu de temps, mais j'aimerais tout d'abord dire que je soutiens tout ce qui a été dit ici. Ce que mes copanélistes ont dit sont tout à fait alignés avec nos propres expériences. Et nous faisons tout ce que nous pouvons pour trouver les noms de tous ces enfants. Et lorsque un de ces enfants n'a pas de nom, de lui en donner un, de connaître leurs histoires. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous ne sommes pas les fautifs. J'ai vu des images là dehors dans le centre, et certaines de ces images sont de mon peuple. Mais justement, ces images montrent quelque chose qui n'appartenait pas à notre réalité. Nous ne connaissions pas la pauvreté, nous ne connaissions pas les drogues ni l'alcool. On était capable de préparer de l'alcool, mais ça ne faisait pas partie de la culture. Vraiment, nous ne sommes pas les fautifs. Mais pourtant, c'est à nous de réparer la situation pour ne plus avoir à porter ce fardeau. Et effectivement, comme disait Smokey, nos aînés, il leur était impossible de transmettre la culture. Ils ne pouvaient pas nous parler dans la langue parce qu'ils avaient peur qu'on soit punis. So here's the great news. The Lakota will never assimilate. I've heard this across the table. We will never assimilate. Donc la bonne nouvelle, c'est que les Lakota, jamais nous nous assimilerons. Jamais. And the other wonderful thing is we can go through this healing part together, all of us, and then we move forward and we finish these prayers that were put out there and we step into them. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que nous pouvons mener ce processus de guérison ensemble pour tous aller de l'avant. Mitako yoyase. That means we're all related. Nous sommes tous parents, nous sommes tous unis. Merci infiniment de ce partage, de ces témoignages, de ces expériences que vous avez bien voulu nous retraduire en mots. Comme l'a dit notre invité, le temps court plus vite que nous le voudrions. En tout cas, merci de partager cette connaissance du passé qui éclaire à minima le présent et on l'espère le futur, toutes les générations étant ici réunies.
Merci infiniment. Avant de réaliser la projection du documentaire « Tuer l'Indien dans le cœur de l'enfant », je précise 2 choses. La première, c'est que le réalisateur Gwenlaouen, le Gouil, qui devait être parmi nous, est occupé sur d'autres terrains en Ukraine et ne pourra malheureusement pas nous rejoindre. La deuxième chose, c'est que juste avant la projection et vraiment rapidement, nous avons la chance, comme cela avait été annoncé, d'accueillir Lona Knight, qui partagera avec nous voilà, son expérience de ces residential schools. Merci beaucoup, merci à vous. Je rappelle également que pour s'informer, se documenter, apprendre, vous avez au Salon du Livre un stand dédié aux peuples autochtones. N'hésitez pas à aller regarder, fouiller et vous informer. Merci encore à vous tous. Chante nape na chusiapi. My mother, Edith LaPlante, she went to boarding school for 12 years. My father, Jess Knight, he went to boarding school for 12 years. And me, I went to boarding school for 12 years. I survived boarding school. I went to boarding school at 5 years old, and I was a baby. I didn't know how to do things on my own, you know. And in the first boarding school, it was a government boarding school, and during the time that I was there for 5 years, they took our land. They took our land and relocated us, and everything at our school, which we thought was paradise because it had a beach, it was on the river, and it was very beautiful, and we had our own gardens and our own dairy, and we were taught things there, you know. We taught to take care of the work. So we learned to work. And do you want to? Sure. Ma mère est restée en pensionnat pendant 12 ans. Mon père est resté en pensionnat 12 ans. Moi-même, je suis restée en pensionnat 12 ans. Moi, j'ai survécu. J'y suis allée lorsque j'avais 5 ans. J'étais un bébé, je ne savais rien faire toute seule. La première école où j'ai été était une école du gouvernement. J'y suis restée 5 ans. Pendant ce temps-là, nos terres ont été confisquées et nous ont dû nous relocaliser. Mais à cette école, nous pensions que c'était le paradis parce qu'il y avait une rivière avec une plage, il y avait des jardins, il y avait des produits laitiers et nous avons appris à travailler. They relocated us because of Oahe Dam. They backed up water and made a big dam for recreation. And this is the Army Corps of Engineers that built the dam. And all of our bottom land was taken from us. And we were moved to Eagle Butte, South Dakota, in a town where they didn't want us. Nous avons été relocalisés parce qu'ils ont décidé de construire un barrage pour faire un port de plaisance. Donc c'était construit par le corps des ingénieurs de l'armée. Donc nous avons perdu nos terres, nous avons dû être relocalisés dans le Dakota du Sud, dans une ville où on ne voulait pas de nous. But at 5, I'd never been away from my parents, and my grandmother was a full-blood Lakota woman, and she spoke her language.
my parents didn't speak their language, and they didn't teach me to speak my language, but I learned through my grandmother and aunties who were her sisters to speak the language. À 5 ans, je n'avais jamais été séparée de mes parents auparavant. Et ma grand-mère parlait lakota, mes parents ne parlaient pas lakota. Mais grâce à ma grand-mère et à ses sœurs, j'ai pu apprendre à parler lakota. So then I went, in 7th grade, I went away to a Catholic Indian boarding school called St. Joseph's Indian School in Chamberlain, South Dakota. And there were Jesuits and there were Benedictine nuns. Ensuite, j'ai été envoyée dans un pensionnat catholique, le pensionnat Saint-Joseph, école pour les Indiens, dans Dakota du Sud, dirigé par des jésuites et des bénédictines. And we were taken in. We were like work. We did work. We made all the food. We made wash all the clothes. We mostly work. Hardly any school. Mostly work. Et on nous faisait travailler dans cette école. C'est nous qui préparions les repas, c'est nous qui lavions le linge, et nous avions très très peu de leçons. Nous n'apprenions pas grand-chose. And they advertised to get money for us. They called us 300 poor orphan boys and girls. Mais pour faire de la publicité pour l'école, pour récolter des sommes, ils disaient qu'ils avaient recueilli 300 pauvres orphelins. And they were very mean to us. They punished us for every little thing, and they beat us with razor straps. Sometimes if the boys ran away, they had to, they shaved their heads or put them through belt lines. And a belt line was your own peers hitting you. Ils étaient très méchants. Ils nous punissaient pour un oui ou pour un non. Un garçon, s'il essayait de s'échapper, il avait la tête rasée, et puis on le faisait passer par ce qu'on appelait une queue des ceintures. Donc il se faisait battre par ses pairs avec leurs ceintures. And as young girls in the 7th grade, 11 years old, we loved to talk, but they made a code of silence for evening because like we would do Mass in the morning at 5:30, get up at 5 and be in church at 5:30. And then church in the evening. We spent a lot of time on our knees, and for speaking, they'd have somebody watching us, and they would give the names to the nun who watched over us, and she would hit us with the razor straps. Like 6 times if you talked. You got 6 cracks, we used to call them. Donc, et nous, les filles, donc j'avais 11 ans à l'époque, nous étions obligés de rester silencieux. Donc le soir, nous n'avions pas le droit de parler. On devait se lever à 5 heures pour la messe à 5h30. Et puis il y avait également la messe le soir. On nous obligeait à rester sur nos genoux pendant de longs moments. Et puis si on parlait, encore une fois, on se faisait battre. One of the things that was really hard was I had 6 brothers and 1 sister, and we couldn't talk to each other. It was forbidden. We couldn't play with each other. There was a fence between the boys and girls, and we could never hold them or touch them or anything like that. And when we grew up with horse culture. My parents had buffalo, they had cattle, they had horses, and
every day when we're home in the summertime, every day we're on the horse, and every day we're looking for cherries or food out there. But at boarding school, they nearly starved us. We were all malnourished. They never gave us good food at all. It was ugly food. Et quelque chose qui était extrêmement dur, c'est que j'avais 6 frères et une sœur, mais nous n'avions pas le droit de nous parler, nous n'avions pas le droit de jouer ensemble. Il y avait une clôture entre les garçons et les filles. Alors, et nous avions la culture du cheval. Mes parents avaient des bisons, des chevaux, des vaches. Et en été, nous passions tout notre temps à cheval, à chercher des cerises, à faire la cueillette. Mais à l'école, nous étions tous mal nourris. I just would like to say that they took God away from me, and for many years I didn't want anything to do with God. Alcoholism became an issue with me, and I became a therapist. I'm an art therapist and have done many years of healing work with historical trauma and unresolved grief with my people. Et je voudrais dire aussi qu'ils m'ont enlevé Dieu. Avec ce qu'ils m'ont fait, il m'était impossible de me réconcilier avec Dieu. J'ai eu des problèmes d'alcoolisme. Je suis devenue néanmoins thérapeute et j'ai fait beaucoup de travail pour le processus de guérison avec mon peuple. Merci. Thank you so much.